Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Cette étude s'inscrit dans un contexte de changement global, une appellation issue de l'expression anglaise Global Change, qui désigne un ensemble de défis environnementaux dus à l'action de l'homme tels que l'épuisement des ressources naturelles, énergie, eau, sol, air, la pollution générée par la production de déchets, les fumées toxiques d'usines, les pollutions des cours d'eau, dont le réchauffement climatique en est l'une des conséquences. L'extinction rapide de la faune et de la flore, biodiversité, due à la surexploitation des écosystèmes naturels et au commerce illicite des espèces rares, au séisme et volcanisme. En effet, ce phénomène est lent naturellement. Les catastrophes naturelles, inondations, sécheresses, hausse de température. La pauvreté des populations due surtout à la croissance économique faible, à la croissance démographique exponentielle et à la mauvaise redistribution des richesses nationales. Christian Guillaume, 2008, page 9, fait remarquer que l'avenir de la planète est au centre des préoccupations de tous. Notre monde est de plus en plus souillé et encombré de déchets toxiques, en proie au dérèglement du climat, menacé par la diminution des ressources. Ces milieux naturels sont pollués et appauvris. Enfin, la majorité de la population mondiale a une existence précaire, ne disposant pas du minimum pour survivre. 1. Problématique. Le pape François, dans Laudato si mi Signore qui signifie « Loué sois-tu, mon Seigneur », mots introductifs en dialecte italien de l'Ombrie, encyclique sur la sauvegarde de l'environnement s'inquiète en disant ce qui suit. Chaque année disparaissent des milliers d'espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus connaître, que nos enfants ne pourront pas voir, perdues pour toujours. L'immense majorité disparaît pour des raisons qui tiennent à une action humaine. Nous n'en avons pas le droit. Juin 2015, numéro 32. C'est le cas du rhinocéros blanc endémique du nord de la RD Congo, disparu à la suite des guerres et de braconnages. Nous sommes là devant de grands défis. Ils sont nombreux et préoccupants non seulement dans la mesure où ils mettent la biosphère tout entière dans un chaos environnemental sans précédent, mais surtout dans la mesure où ils compromettent l'héritage de la génération future. La question de comment protéger les intérêts des générations futures devient une question d'actualité. Enfants, adultes, responsables politiques, responsables des milieux éducationnels, chercheurs tous lancent un cri d'alarme. Boutros Ghali, 1992, alors secrétaire général de l'ONU, s'était inquiété, lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, à propos de la génération future, en ces termes. Dans tous les pays, riches comme pauvres, les enfants sont bien souvent parmi les premières victimes de catastrophes environnementales. Si rien ne change, on se demande comment feront les générations futures. Cette préoccupation est aussi exprimée d'une façon pathétique par des enfants eux-mêmes dans la Charte des enfants grecs, Rio 2010. L'irresponsabilité des humains quant à la protection de l'environnement que nous avons ressentie nous ont rendus très sceptiques en ce qui concerne notre qualité de vie dans le futur. UNESCO 1992. Yolanda Ziaka, Isabelle Bosch et Annie Simon 2006 page 6, dans leur ouvrage sur l'éducation à l'environnement et au développement, pensent que la solution doit venir de l'homme, car pour elles, l'humain est au cœur des bouleversements de son environnement. En effet, comme l'indique un texte de l'UNESCO, puisque c'est dans l'esprit des hommes qu'est née la dégradation de l'environnement, c'est aussi dans l'esprit des hommes qu'il faut en élever les défends. Lucie Sauvé, dans un article récent 2014, donne quelques clés pour cerner cette nouvelle forme d'éducation. Appréhender les enjeux de société, réchauffement climatique, OGM, gestion de l'eau, préservation de la biodiversité, etc., via ce que l'on a coutume d'appeler les questions socialement vives, QSV. Faire le pari de la transdisciplinarité, via un raisonnement par la complexité. Recourir à l'analyse systémique. Ne pas se limiter au seul pilier économique, social et environnemental du développement durable, y inclure également les dimensions culturelles et de gouvernance. Inscrire le développement durable dans des échelles spatio-temporelles. Associer l'EDD à un ensemble de valeurs, une certaine éthique dont découlent plusieurs principes. Le principe de responsabilité, le principe de solidarité, le principe de précaution, le principe de participation. Le pape François 2015 numéro 205,
a confiance en l'homme pour changer les tendances quand il dit « Malgré le relativisme pratique et la culture du consumérisme, tout n'est pas perdu », parce que les êtres humains capables de se dégrader à l'extrême peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer, au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu'on leur impose. Les réflexions que ces crises ont suscitées ont conduit à envisager la nécessité d'une nouvelle éthique. C'est dans ce contexte qu'est née l'éducation environnementale. Christian Guillaume, 1998 page 9, pense aussi que l'éducation relative à l'environnement erré est une des réponses aux comportements injustes, polluants, destructeurs et irresponsables des sociétés humaines, comportements consécutifs à l'épuisement des ressources naturelles, énergie, eau, sol, air. Diemer Arnaud, Marca Christel, Dire, 2014, 4e page de la couverture, confirme qu'en 2010, la Stratégie nationale du développement durable, SNDD, n'hésitait pas à rappeler que l'éducation au développement durable devait préparer le futur citoyen à comprendre, à intégrer la complexité des relations entre le social, l'économique, le culturel et l'environnemental et à agir. Pour eux, l'éducation au développement durable doit ainsi relever un véritable défi, celui de rendre chacun plus attentif à ce qui l'entoure et plus apte à participer à la vie de la société. La solution aux problèmes environnementaux est dans l'éducation pour l'alliance entre l'humanité et l'environnement, car c'est elle qui a la capacité de changer les gestes et habitudes quotidiens, de réduire la consommation d'eau, d'aider au triage des déchets ménagers, jusqu'au réflexe d'éteindre les lampes et les lumières inutiles. Comme il s'agit de la question de la préservation de la génération future, c'est à l'UNESCO que fut confiée la mission d'enrichir la moule éducative dès le bas âge, car l'éducation semble être pour le moment l'unique moyen possible de réviser les attitudes et le comportement de l'enfant vis-à-vis de son environnement ainsi que ses rapports avec la nature et les autres hommes. C'est ce combat qui est mené par tous les systèmes scolaires depuis bientôt un demi-siècle. L'école congolaise, quant à elle, tâtonne encore. Malgré les propositions faites par des chercheurs en matière éducative d'avoir un programme approprié en éducation environnementale, jusqu'à présent les problématiques environnementales ne sont pas encore intégrées d'une façon exclusive dans le cursus de l'élève. Le programme de l'éducation pour la santé et l'environnement, intégré dans le programme national en vigueur, à savoir celui de 2000, ne suffit pas à lui seul à changer complètement le comportement de l'élève congolais vis-à-vis de son environnement, car ce programme ne consiste qu'à promouvoir la santé en milieu scolaire et dans la communauté. On demande à l'enseignant de dispenser cet enseignement de manière à permettre à l'élève à découvrir et à résoudre les problèmes sanitaires qui se posent à lui et à sa communauté. Programme national 2000, page 28. Donc, elle se base uniquement sur le volet de l'hygiène. Or l'environnement a une approche plus holistique et globalisante. Elle traite bien sûr des questions qui ont trait à l'hygiène, mais aussi d'autres tels que les défis que nous avons cités plus haut. En avril 2011, un nouveau programme national est publié en remplacement de celui de 2000. Ce programme a l'avantage d'intégrer quelques préoccupations environnementales, car il y a tout un domaine qui lui est réservé appelé domaine de l'univers social et de l'environnement où l'on trouve les branches telles que la géographie, l'éducation pour la santé et l'environnement, l'histoire ainsi que l'éducation civique et morale. Ces branches visent l'acquisition des connaissances et l'adoption des attitudes et comportements positifs à travers les situations contextualisées dans l'espace et le temps. Programme national 2011, page 27. Mais malheureusement, ce programme n'est pas encore devenu effectif dans l'ensemble du pays et il est réécrit selon l'approche par objectif. Programme national 2011, page 9. L'absence d'un programme approprié fait que l'environnement tant scolaire que général montre qu'il est le résultat des comportements irresponsables. Parmi les plus typiquement observés en milieu congolais, on peut épingler les suivants. Laisser les lumières allumées dans une pièce ou édifice vide avec le risque non seulement de perte d'énergie, mais aussi d'incendie. Laisser l'eau couler du robinet sans prendre l'initiative de le faire réparer. Utiliser des moyens de transport non conformes aux normes environnementales, des véhicules qui laissent échapper du plomb dans l'air et des véhicules qui causent de nombreux accidents. Trier de déchets est une pratique encore inexistante même là où les décharges publiques existent. Consommer de façon irresponsable.
Le Congolais achète tout ce que le marché lui présente sans se poser des questions sur la qualité du produit. Abandonner les papiers d'emballage, là où on les a utilisés. Un programme de l'éducation environnementale aiderait certainement l'écolier à inhiber de telles pratiques qui ne font pas évoluer les mentalités vis-à-vis de l'environnement. 2. Question de recherche. La question que l'on se pose est de savoir si les contenus éparpillés dans le programme de l'éducation environnementale sont susceptibles de promouvoir rapidement l'émergence d'un éco-citoyen dont le pays a besoin. Ces contenus éparpillés dans certaines branches suscitent de l'intérêt pour l'éducation environnementale et par conséquent la préparation d'une nouvelle génération des éco-citoyens. La question subsidiaire qui se pose est celle de savoir si ces branches développent les mêmes compétences que celles exigées par les principes qui régissent un éco-citoyen. Et s'il existe un écart remarquable entre ce qui devrait se faire et ce qui existe, quelle stratégie curriculaire faudrait-il mettre en place pour une meilleure formation des éco-citoyens ? 3. Hypothèse du travail. Les contenus de programmes de l'éducation environnementale en vigueur dans le système éducatif congolais, certaines pratiques pédagogiques et éco-gestes des élèves dans les différents réseaux d'enseignement primaire, ne permettent pas de promouvoir rapidement l'émergence d'un éco-citoyen, car il existe un écart remarquable entre les compétences de base retenues et les compétences de base que doit développer un éco-citoyen. Si ces écarts sont significativement observés, il faut dans ce cas mettre en place des stratégies curriculaires appropriées qui permettront de développer un programme intégrateur dans l'intérêt des éco-citoyens congolais. 4. Objectifs du travail. Notre recherche se fixe les objectifs suivants. 1. Objectif général. L'objectif principal de cette étude est de proposer un portrait d'un éco-citoyen pour la rez-de-chaussée et des stratégies curriculaires appropriées pour son émergence rapide. Cet objectif génère des objectifs spécifiques. 2. Objectifs spécifiques. Brosser concrètement le portrait d'un éco-citoyen congolais, afin de déterminer les compétences de base et les objectifs spécifiques à développer. Analyser les contenus du programme et sélectionner les branches susceptibles d'atteindre ces objectifs pour développer de telles compétences. Sonder les opinions des agents éducatifs sur les problèmes de l'éducation environnementale. Présenter et commenter les résultats obtenus. Proposer un modèle de programme de l'éducation environnementale en rez-de-chaussée, où sont définies les compétences de base, les objectifs spécifiques, les contenus et les directives méthodologiques. 5. Intérêt de l'étude. Le modèle, tel que conçu et présenté dans cette recherche, devrait constituer un grand intérêt sur plusieurs plans pour un agent éducatif. Sur le plan pédagogique, les contenus, les objectifs et les directives méthodologiques ainsi présentés serviront de guide dans la conception des programmes et de manuels appropriés à l'éducation relative à l'environnement. Sur le plan scientifique, les réflexions contenues dans ce travail viendront d'enrichir le domaine de la recherche en éducation à l'environnement dans le monde et surtout en rez-de-chaussée où elle est encore à l'état de gestation. Sur le plan politique, les résultats attendus susciteront chez les décideurs tant politiques qu'administratifs la volonté de prendre certaines initiatives, mesures, qui vont dans le sens de la réforme des programmes scolaires pour une émergence rapide des éco-citoyens dont le pays a besoin. 6. Méthodologie. Selon une vision systémique et holistique, cette étude recourt à la méthode qualitative en s'appuyant sur 3 techniques. 1. L'analyse documentaire, 2. Le questionnaire, 3. Le focus group. L'utilisation de diverses sources d'informations, analyse des documents de différentes sources, croisement de plusieurs approches, est à la base de la théorie systémique et de la triangulation. La triangulation utilisée ici est la triangulation méthodologique, car diverses techniques de recherche sont combinées, questionnaires et observations sur terrain, entretien avec des informateurs clés, discussion avec les inspecteurs de l'EPSP. 7. Délimitation du sujet. Cette étude s'est étalée sur une période de 5 ans, allant de 2012 à 2016 inclusivement. Le choix de cette étude est suggéré par les résultats de notre recherche en DEA,
publié en 2012, MUKWASA 2012. Il porte sur les stratégies à mettre en œuvre d'un curriculum intégrateur pour l'éducation environnementale à l'école primaire en République démocratique du Congo. 4 raisons objectives militent pour ce choix. Sur le plan de l'évolution mentale, nous estimons avec Coussinet, cité dans le traité de psychologie médicale, 1973, page 66, que l'enfant du 2e degré sait déjà lire et écrire correctement. Par ce fait, il est devenu capable de collectionner, de hiérarchiser et de comparer. Il peut mettre en ordre ses acquisitions et ses jugements de valeur. Donc, il peut conceptualiser l'environnement autour de lui. À la suite de Hafsa Ben Baïm 2002, nous estimons que l'introduction de l'éducation environnementale est aisée dans le cas d'un enseignant unique, dans la classe, car il favorise l'application du principe de la complémentarité entre les différentes matières. C'est le cas du système congolais, où l'enseignant est unique. Nous adhérons aux résultats de l'enquête MICS 1 et 2, de 2010, dans la partie de l'enquête portant sur le Programme national de l'enseignement primaire, PNEP en sigle, et qui constate que 23% des enfants de 11 ans obtiennent le certificat d'études primaires, mais moins de 20% entrent en première année secondaire, République démocratique du Congo, enquête MICS 1 et 2, 2010. Étant donné que tous les enfants congolais n'ont pas la même chance de continuer les études secondaires ou supérieures, il faut leur donner, dès l'école primaire, les principes de base qui leur permettront demain de gérer leur environnement immédiat même s'ils ne peuvent pas poursuivre leurs études. Ainsi, à cause de son importance, les spécialistes en matière environnementale pensent qu'il faut introduire cette éducation dès le bas âge dans la vie d'un enfant, c'est-à-dire dès l'école maternelle. Le système congolais ne rend malheureusement pas obligatoire l'enseignement maternel. Pour cette raison, nous pensons que ce programme aura un impact considérable à l'école primaire où l'éducation pour tous est rendue obligatoire. 8. Subdivision du travail. Ce travail est exposé en 4 chapitres précédés d'une introduction et suivi d'une conclusion assortie de quelques suggestions. Le premier chapitre porte sur le cadre conceptuel et théorique. Il débute par la revue de la littérature et se termine par le portrait d'un éco-citoyen, en passant par l'opérationnalité des concepts fondamentaux et par les théories de base. Le deuxième chapitre présente l'approche contextuelle et méthodologique dans une étude des programmes d'éducation à l'environnement. Dans un premier temps, il cerne la problématique de l'éducation environnementale en rez-de-chaussée, les enjeux de la gestion environnementale, et présente les difficultés rencontrées dans son organisation en envisageant quelques pistes de solutions. Dans un second moment, ce chapitre détermine le cadre méthodologique de l'étude pour la collecte des données et leurs modalités d'exploitation. Il se termine par les contraintes rencontrées sur le terrain et les limites de cette étude. Le troisième chapitre s'occupe de la présentation, de l'analyse et de l'interprétation des données et se termine par une discussion. Le quatrième chapitre propose une ébauche de programme de l'éducation environnementale pour l'école primaire en rez-de-chaussée. Premier chapitre, la revue de la littérature, le cadre conceptuel et théorique. Ce chapitre détermine le cadre aussi bien conceptuel que théorique de notre étude. Il procède à la compréhension et à l'élucidation des concepts opératoires. Il comporte 4 points essentiels. Le premier point établit l'état de la question à travers une revue de la littérature. Le deuxième point porte sur la définition opérationnelle de différents concepts. Le troisième consacre le portrait d'un éco-citoyen, et le dernier fixe le cadre conceptuel de cette étude. 1.1. La revue de la littérature. L'état de la question et l'analyse documentaire montrent ce que pensent les différents spécialistes sur l'importance de l'intégration de l'éducation environnementale à l'école. La manière d'intégrer ce contenu. Les contenus à intégrer. 1.1. L'importance de l'intégration de l'éducation environnementale. Nous retenons 2 ouvrages pour épingler l'importance de l'intégration de l'éducation environnementale. 1. DJAN Cabran Aristide, Konaté Haïtan et Kwasi Fabrice Constant, 2009, Éducation environnementale à l'école primaire et adoption du comportement environnemental par l'élève.
L'intérêt de cette étude porte sur l'éducation environnementale à l'école ivoirienne. La crise environnementale que vit la Côte d'Ivoire, les déchets ménagers, de la déforestation, etc., laisse présager une pérennisation du problème si les jeunes enfants élèves ne sont suffisamment outillés pour y faire face. Cette recherche exploratoire basée sur des méthodes quantitatives, auprès de 200 élèves, et qualitatives, 196 autres élèves, a permis d'analyser les facteurs favorisant l'adoption de comportements environnementaux chez les élèves de l'école primaire dans une situation ou non d'éducation environnementale. Les instruments utilisés sont ceux du questionnaire et de l'entretien semi-directif adressé aux administrateurs de l'école, aux enseignants et aux élèves. Par ailleurs, l'observation directe dans les écoles fut utilisée. Les résultats attendus de cette recherche exploratoire auront permis d'obtenir les conclusions suivantes. Les représentations des acteurs, administrateurs, enseignants et élèves, de l'école primaire sur l'environnement sont clairement présentées. La caractérisation des pratiques d'éducation environnementale à l'école primaire est bien établie. Les facteurs influençant l'adoption d'un comportement environnemental chez l'élève de l'école primaire en Côte d'Ivoire sont identifiés. 2. La Montagne, Julie, 2016, Analyse des pratiques d'éducation relatives à l'environnement dans les établissements collégiaux du Québec. Dans le contexte socio-environnemental actuel, l'éducation constitue un puissant vecteur de changement puisqu'elle contribue chez les apprenants au développement de compétences nécessaires à l'action. Cependant, une telle éducation est souvent diluée, saupoudrée dans les diverses institutions où elle pourrait se déployer pleinement, et l'éducation collégiale n'échappe pas à ce constat. L'objectif de l'étude est de recenser et d'analyser différentes pratiques d'éducation relatives à l'environnement, pratiques développées dans les établissements collégiaux, afin de mettre en évidence celles dont la contribution éducative est la plus significative au regard du développement d'un savoir-agir socio-environnemental contextuellement pertinent, et d'identifier les éléments qui favorisent un tel développement. Sa méthodologie porte sur une réponse à cette problématique. 4 pratiques d'éducation relatives à l'environnement de niveau collégial ont été analysées sur la base de 11 critères, et des recommandations ont été formulées. L'analyse effectuée suggère que 1 degré les pratiques analysées permettent le développement d'un certain savoir-agir socio-environnemental, mais que certains aspects de ces pratiques pourraient être modifiés afin de favoriser le développement d'un savoir-agir qui soit contextuellement pertinent. 2 degrés, il serait d'abord bénéfique de formaliser les pratiques à l'aide d'une planification éducative rigoureuse identifiant les savoirs et les compétences dont le développement est visé. 3 degrés, une attention particulière devrait être portée à l'intégration du savoir-être, puisque les attitudes et les valeurs favorables à l'environnement sont souvent développées de manière indirecte. 4 degrés, la conception d'éducation relative à l'environnement devrait être à la base de cette planification éducative, et une approche systémique devrait être adoptée afin d'élargir la vision qu'ont les étudiants de la réalité socio-environnementale en jeu. 5 degrés, la pratique devrait aussi permettre d'effectuer une problématisation qui soit multidimensionnelle, tout comme devraient l'être les actions qui en résultent, afin d'être cohérente avec le caractère multidimensionnel des problématiques socio-environnementales. 6 degrés, la pratique devrait aussi permettre un contact significatif avec le milieu de vie réel des étudiants, entre autres à travers l'établissement de nombreux partenariats avec la communauté locale afin d'instaurer une dynamique de l'intégration communautaire et de favoriser l'harmonisation du réseau de relations personnes-société-environnement qui est à la base de l'amélioration de la situation socio-environnementale actuelle. 1.1.2 La manière d'intégrer ce contenu. 2 ouvrages montrent la manière dont il faut envisager ce contenu environnemental. 1 UNESCOPNUE, 1986, pp 115 à 128, L'éducation relative à l'environnement, principes d'enseignement et d'apprentissage. L'ouvrage envisage 3 solutions possibles, à savoir: premièrement, la restructuration de l'ensemble des contenus des différentes disciplines. La première étape est estimée la plus facile, car se situant au niveau des directives nationales ou régionales.
Les programmes éducatifs peuvent être conçus, premièrement en introduisant une dimension mésologique dans chacune des disciplines habituellement enseignées, ensuite, en n'établissant pas des programmes séparés pour aider les éducateurs chargés d'enseigner les différentes matières à mieux coordonner les activités, en proposant des programmes reposant non pas sur une succession de sujets à voir impérativement, mais en suggérant une série de supports possibles en vue de réaliser un ensemble d'objectifs cohérents. Deuxièmement, la convergence disciplinaire. Cette approche a pour but de briser le carcan disciplinaire. Cette convergence peut se faire de deux manières. 1 degré dans un premier temps, prévoir un regroupement des matières présentant certaines affinités conceptuelles, méthodologiques ou de champ. Cette convergence peut résulter, soit d'un regroupement des sciences exactes telles que la biologie, la physique, la chimie, la géologie et la technologie en vue de l'approche de l'environnement, soit d'un regroupement vers les mêmes affinités, les différentes sciences humaines telles que la géographie, la psychologie, la sociologie, l'économie et les sciences politiques. 2 degrés en second lieu, le regroupement peut se faire entre les disciplines de base, qui donnent les concepts de base pour l'approche de l'environnement, et les disciplines instrumentales servant de support d'opération et de raisonnement, telles que les mathématiques. Troisièmement, la pédagogie par projet interdisciplinaire. Cette pédagogie consiste à briser les cloisonnements disciplinaires traditionnels et à intégrer le contenu de diverses matières des programmes d'études dans le cadre de ce projet. 2. Mohamed Fetoui, 2013, Introduction des concepts de l'environnement dans les programmes de l'enseignement préuniversitaire. Dans cet ouvrage, l'auteur a montré comment on peut intégrer l'éducation environnementale dans les programmes. Selon lui, l'intégration se fait de la manière suivante. Durant les 6 premières années de l'enseignement de base, où la formation est assurée globalement par 1 ou 2 enseignants, il est possible d'introduire aisément l'éducation environnementale dans les différentes matières susceptibles de refléter les préoccupations de l'éducation environnementale, telles la langue maternelle, l'éducation islamique, l'histoire et la géographie, l'activité scientifique. De surcroît, la présence d'un seul enseignant, caractéristique de cette phase, favorise, dans la plupart des cas, l'application du principe de la complémentarité entre les matières scolaires lors de l'enseignement de l'éducation environnementale. Ceci ne peut toutefois aboutir que si l'enseignant dispose d'un bagage scientifique, pédagogique et méthodologique suffisant, que ce soit durant la phase de formation initiale ou lors de formation en cours d'emploi. Au niveau de la phase avancée de l'enseignement de base et de la phase secondaire, où l'enseignement séparé des matières est de rigueur et où prévalent des structures scolaires rigides, il existe plusieurs approches devant permettre d'introduire les questions d'environnement dans les programmes d'enseignement. Ces approches peuvent être définies comme suit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.